Friedrich Nietzsche était un philosophe du XIXe siècle dont on se souvient surtout pour ses citations assassines et son incroyable moustache. L'objectif principal de son travail était de découvrir qu'il n'existe pas de vérité universelle et que la condition humaine est un état constant de dépassement de nos pulsions animales. Il est à l'origine de nombreuses citations étonnantes qu'on utilise encore aujourd'hui, notamment "Ce qui ne tue pas nous rend plus forts" et son célèbre Dieu est mort. Bien qu'il soit souvent mal compris et que son œuvre ait été utilisée pour justifier le mal au cours des 100 dernières années, le philosophe Friedrich Nietzsche a véritablement changé la façon dont les gens vivent au XXIe siècle. Aujourd'hui, on va parler de sa vie, de sa philosophie et de son héritage. Friedrich Nietzsche est né le 15 octobre 1844 en Saxe, en Prusse, qui fait aujourd'hui partie de l'Allemagne. Il est né le même jour que le roi Friedrich Wilhelm IV, c'est pourquoi ses parents ont décidé de lui donner le nom de leur souverain. Il grandit dans une famille protestante très stricte, son père est prêtre et son grand-père publie des livres défendant le luthéranisme. Son père a contracté une maladie cérébrale atrocement douloureuse qui a duré une année entière avant qu'il ne meure. En 1849, le jeune frère de Friedrich, Ludwig, meurt à son tour alors qu'il n'a que 2 ans. Au moment où il commence à fréquenter le jardin d'enfants, Nietzsche a vu tant de morts et de souffrances dans sa jeune vie qu'il est déjà une personne très sérieuse. Il était myope et souffrait de maux de tête constants à cause d'une maladie appelée myopie. C'est pourquoi il a commencé à porter des lunettes dès son plus jeune âge. Il avait l'air et se comportait comme un petit professeur bien trop grand pour les jeunes enfants. Évidemment, ça le rendait pas très populaire auprès de ses camarades de classe et il ne s'est jamais fait beaucoup d'amis. Il passe la majeure partie de son enfance entouré de femmes. Sa mère, sa grand-mère et ses 2 tantes se partagent les responsabilités de son éducation. En 1856, Friedrich Nietzsche, sa sœur Elisabeth et sa mère s'installent dans leur propre maison à Nuremberg en Allemagne. C'est dans cette maison qu'il écrira son œuvre la plus importante et la propriété est aujourd'hui conservée en tant que musée. Nietzsche a fréquenté une école préparatoire chrétienne avant d'être transféré dans un internat. Il n'a jamais eu de très bonnes notes, mais son père avait un emploi d'État avant sa mort, ce qui lui permettait d'obtenir une bourse complète pour l'université de son choix. Il a choisi d'étudier la théologie et la philosophie à l'université de Bonn. À l'origine, il voulait devenir prêtre, comme son père. Mais après seulement 2 semestres, il s'est rendu compte que ses convictions personnelles étaient en conflit direct avec le programme d'études théologiques et qu'il se disputait souvent avec ses professeurs. Il a donc dû s'inscrire à l'université de Leipzig, où il a commencé à étudier des langues anciennes comme le latin et le grec. Pendant ses études, Nietzsche a contracté la syphilis auprès d'une prostituée dans une maison close, ce qui l'a rendu physiquement faible et l'a fait souffrir jusqu'à la fin de sa vie. La syphilis est également connue pour faire sombrer les gens dans la folie, ce qui s'est finalement produit pour Nietzsche. À l'époque, il n'existait pas de traitement pour la syphilis. Aujourd'hui, elle est traitée par la pénicilline, mais celle-ci n'a été inventée qu'en 1923, bien après la mort de Nietzsche. Nietzsche passait une grande partie de son temps libre à écouter des orchestres et des opéras en direct. La musique était si belle qu'elle l'aidait à oublier sa douleur. Il était particulièrement fasciné par l'œuvre du compositeur Richard Wagner et il payait pour assister à chaque nouvelle représentation 3 ou 4 fois de suite. La tragédie des personnages des opéras de Wagner l'inspire totalement et il finit par rencontrer le compositeur. Ils sont devenus de très bons amis et Richard Wagner était en quelque sorte une figure paternelle pour Nietzsche. À l'âge de 24 ans, il travaille comme professeur de langue à plein temps à l'université de Bâle. Il enseigne pendant plusieurs années, même s'il affirme qu'il n'est pas très heureux en classe. Après ses études, il décide de travailler bénévolement comme aide-soignant à l'hôpital. Cependant, il finit par contracter la dysenterie et la diphtérie auprès des patients.
Sa santé continue à décliner de façon si dramatique qu'il se retrouve parfois alité pendant plusieurs jours d'affilée. Il décide de se retirer de son poste de professeur à l'âge de 30 ans et vit d'une pension très modeste. Pour Nietzsche, le simple fait de rester en vie était un combat permanent. Il passe beaucoup de temps au lit sans rien faire et réfléchit sans cesse au sens de la vie et de l'humanité. C'est alors qu'il commence à écrire des livres de philosophie. Friedrich Nietzsche pensait qu'il n'y a pas de vérité absolue et que les gens ne devraient pas avoir une foi aveugle dans leurs églises ou leurs dirigeants politiques. Aujourd'hui, c'est une question de bon sens. Dans les années 1800, les gens étaient persuadés qu'il n'y avait que de bonnes et de mauvaises réponses et qu'il n'y avait rien entre les deux. En disant aux gens de s'informer plutôt que d'accepter aveuglément quelque chose, il a inspiré les générations futures à changer complètement notre façon de penser. L'une de ses citations les plus célèbres, Dieu est mort, est utilisée par tous les athées. Mais elle est en fait mal comprise et plutôt sortie de son contexte. Ce qu'il a réellement dit, c'est Dieu est mort, Dieu reste mort et nous l'avons tué. Comment pouvons-nous nous consoler, nous, les meurtriers de tous les meurtriers? En fait, il ne célébrait pas la mort de Dieu. Il affirmait que de plus en plus de gens perdaient la foi et il pensait que sans le christianisme, l'humanité ne savait pas comment déterminer le bien et le mal. En l'absence de religion, les gens considéraient souvent leurs dirigeants politiques et leur famille royale avec une sorte de vénération divine. Ils savaient que les gens avaient besoin d'autre chose pour remplacer la religion. Ils voulaient que les gens s'intéressent plutôt aux arts comme la musique, la littérature, le théâtre, et ils disaient que Shakespeare avait autant de valeur pour la moralité humaine que la Bible, sans pour autant priver les gens de leur capacité à penser par eux-mêmes. Ils pensaient que les règles de la société avaient été élaborées pour maintenir les gens dans l'ignorance et le statu quo. Par exemple, dans le christianisme, on enseigne que les gens doivent ressembler à Jésus-Christ et ne pas avoir de désir pour les choses matérielles. Nietzsche pense que cette doctrine n'est enseignée qu'aux pauvres afin de les manipuler pour qu'ils acceptent leurs conditions dans la vie. Si l'on apprend aux gens à avoir honte d'envier les autres et de désirer plus, ils n'essaieront peut-être pas d'atteindre un statut plus élevé. Par conséquent, s'ils sont heureux avec moins, ils ne provoqueront pas de révolution contre leur gouvernement pour exiger plus. Nietzsche nous dit qu'il faut accepter nos propres désirs égoïstes et que les règles de la société sont quelque chose qu'il faut surmonter pour atteindre la vraie vérité de nos vies. Nietzsche pense que chaque individu devrait être dans un processus de Selbstüberwindung ou de dépassement de soi, pour être plus simple. Si nous sommes envieux de quelqu'un d'autre, ce n'est qu'un signe de ce dont nous avons réellement besoin pour devenir notre vrai moi. Par exemple, si vous êtes jaloux des hommes musclés, c'est le signe que vous devriez faire de la muscu. Si vous êtes jaloux de quelqu'un qui est riche, vous devriez trouver un travail qui vous rapporte plus d'argent, etc., etc. Chacun a son propre rêve, et si nous refusons de reconnaître ses désirs, nous ne ferons que nous rendre malheureux. Et même si nous ne parvenons pas à atteindre ces objectifs, nous avons au moins la satisfaction de savoir qu'on a essayé. Nietzsche disait que si quelqu'un avait réussi à surmonter des obstacles tout en acceptant ses échecs avec grâce, il était devenu un Ubermensch, un Superman, en français, un surhomme. Il affirmait que chaque homme devrait aspirer à devenir comme lui. Selon lui, la plupart des gens sont coincés entre leurs instincts animaux et le surhomme. Et il y a une lutte constante entre ces deux impulsions. Il a été l'un des premiers à proposer le concept selon lequel l'ignorance est un bonheur et qu'il est facile d'être heureux en tant qu'être humain si l'on accepte le statu quo. Il admet que la quête de la connaissance et du surhomme peut rendre malheureux en cours de route, mais c'est une vie qu'il a néanmoins choisi de poursuivre, lui. De nombreuses personnes ont lu ce concept de surhomme et l'ont interprété à tort comme la capacité de devenir quelqu'un de supérieur au reste de l'humanité. D'autres, comme les nazis, y ont vu la preuve que certaines races étaient plus civilisées et donc plus humaines que d'autres.
Bien que Friedrich Nietzsche soit aujourd'hui un nom familier, son œuvre ne sera pas traduite dans d'autres langues avant les années 1890. Et à ce moment-là, il est déjà trop malade pour profiter de sa nouvelle popularité. Alors que sa philosophie était bien connue en Allemagne, il n'était pas vraiment en train de devenir riche et célèbre. En fait, sa philosophie l'a rendu très impopulaire et a ruiné son amitié avec Richard Wagner. Wagner, en effet, pensait que Nietzsche était devenu fou. Nietzsche décide alors de s'isoler dans les Alpes suisses où il peut passer beaucoup de temps dans la nature. Il fait souvent de longues promenades ne pensant qu'à la philosophie, pour ensuite rentrer chez lui et écrire ses idées prêtes pour son prochain livre. Il a écrit plusieurs volumes de ses idées et il recevait parfois des lettres par courrier de collègues philosophes et de personnes qui voulaient devenir ses amis. Il a rencontré une psychanalyste nommée Lou Andrea Salomé. Lorsqu'elle a lu l'œuvre de Nietzsche, elle a senti que sa philosophie correspondait parfaitement à ce qu'elle pensait déjà. Elle n'a que 20 ans à l'époque, mais Nietzsche la considère comme sa protégée. Lou Andrea essayait également de défier les normes de la société en expérimentant pour voir si les hommes et les femmes pouvaient vraiment être amis sans que le sexe n'entrave cette relation. En 1882, Nietzsche décide de partir en vacances en Italie avec Lou Andrea Salomé et leur ami commun Paul Rée. Rée est également philosophe. Les trois amis voulaient acheter un vieux monastère et fonder ensemble une commune académique afin de vivre dans une société composée uniquement d'autres intellectuels partageant les mêmes idées. Friedrich Nietzsche était enthousiaste et espérait avoir enfin un groupe d'amis qui le comprendrait. Mais sa famille est totalement opposée à cette idée. Sa sœur, Elisabeth, lui écrivait sans cesse des lettres pour lui dire d'arrêter d'essayer de créer une secte. Il y avait aussi un triangle amoureux, car Friedrich et Paul étaient tous deux amoureux de Lou Andrea, et ils rivalisaient pour gagner son cœur. Paul l'a d'abord demandé en mariage, mais elle a refusé en disant qu'elle l'aimait assez pour qu'ils vivent ensemble, mais plutôt comme un frère et une sœur. Elle a affirmé que le sexe empêchait de penser clairement et elle a utilisé la philosophie de Nietzsche, disant que la société exigeait que les femmes se marient, mais qu'elle souhaitait personnellement rester célibataire et se concentrer sur son travail académique. Même s'il accepte d'être ami, Friedrich Nietzsche n'est qu'un être humain, et plus il apprend à la connaître, plus il tombe amoureux. Après tout, Lou Andrea semblait être la seule femme de la planète qui comprenait parfaitement l'œuvre de sa vie. Lui aussi l'a demandé en mariage, mais elle l'a mis dans la friend zone, tout comme Paul Ray. Pour sa défense, Nietzsche avait la syphilis et l'épouser aurait signifié qu'elle aurait également contracté la maladie. Mais elle a continué à vivre avec lui, à flirter, à le taquiner, à le séduire. Il garde l'espoir qu'elle finira par changer d'avis un jour et la demande en mariage une deuxième fois, même une troisième fois. Aucun raisonnement intellectuel ne peut venir à bout de son désir humain, et de cette situation, eh ben, ça devient beaucoup trop inconfortable pour eux trois. Son rêve de fonder une communauté ne s'est jamais réalisé, et Lou et Paul sont partis en calèche, laissant Friedrich derrière eux. C'est probablement mieux qu'il soit parti de cette situation, car plus tard elle a rompu avec Paul Ray et a épousé un autre homme nommé Friedrich Karl Andreas. Ils sont apparemment restés célibataires pendant toute la durée de leur mariage. Elle a cependant eu des liaisons sexuelles, ce qui est probablement un peu hypocrite. Elle a également eu une liaison sentimentale avec Sigmund Freud, et en 1810, elle a publié un livre intitulé The Erotic, l'érotisme, dans lequel on apprend qu'elle a passé la majeure partie de sa vie à essayer d'analyser et de documenter les différences entre les hommes et les femmes en matière de sexualité. La relation avec Lou Andrea Salomé a complètement traumatisé Nietzsche, qui ne s'est jamais marié. Il a souvent écrit sur l'amour et sur la façon dont il peut donner à la personne la plus logique l'impression de devenir folle. Au lieu d'écrire sur sa propre vie, Nietzsche a exprimé ses sentiments dans un livre intitulé Ainsi parlait Zarathustra. C'est l'histoire d'un homme qui s'isole dans les montagnes et qui trouve toute la sagesse du monde, mais qui ne trouve aucun disciple pour l'écouter ou le suivre. Il devient alors l'homme le plus seul du monde, puisqu'il a rejeté le christianisme
Nietzsche savait que l'humanité avait besoin d'une sorte de boussole morale pour vivre. C'est pourquoi il a écrit Par-delà le bien et le mal, et a abordé toutes les questions relatives à ce qui rend une chose bonne ou mauvaise. En 1888, il sent son esprit et son corps le trahir. Son dernier livre s'intitule L'Antéchrist, dans lequel il exprime sa transvaluation de toutes les valeurs et tente d'élaborer un ensemble de règles morales susceptibles de remplacer le christianisme. Il se voyait comme un martyr qui se sacrifiait pour l'espèce humaine. En 1889, il n'a que 44 ans et fait une dépression nerveuse. Il a été pris d'hystérie alors qu'il se promenait dans les rues de Turin, en Italie. Voyant un homme frapper un cheval avec un fouet, il se précipite sur le cheval, lui serre le cou pour le protéger et sanglote en disant Je te comprends. Son propriétaire, David Finot, a dû le faire sortir de la rue et le ramener dans sa chambre. Il a passé les 2 jours suivants allongé sur le canapé, dans un état catatonique, et Finot a pris des dispositions pour qu'il rentre chez lui, à Bâle, en Allemagne. Même s'ils s'étaient brouillés, Richard Wagner et sa femme restaient ses vrais amis. Ce sont eux qui lui ont trouvé de l'aide et l'ont fait entrer dans un hôpital psychiatrique. Pendant l'un des derniers moments où il était réceptif, il a commencé à dessiner une image d'un homme et d'une femme se serrant l'un contre l'autre dans une longue étreinte avant de sombrer dans un état catatonique permanent. C'était comme s'il essayait de dire que tout son travail philosophique n'était rien sans quelqu'un avec qui le partager, et qu'à la fin de sa vie, l'amour était la seule chose qu'il désirait vraiment, plus que tout. À l'hôpital, on lui a diagnostiqué une démence paralytique, conséquence directe de sa lutte contre la syphilis qui durait depuis plus de 20 ans. De nombreuses personnes pensent également que la pression qu'il s'est imposée pour trouver la réponse à la moralité sans Dieu et pour démêler les rouages de la condition humaine est ce qui l'a finalement fait basculer dans la folie. Il a sombré dans la folie et n'a pas réagi lorsque les gens ont essayé de lui parler. Il finit par mourir en 1900. Peu après sa mort, l'œuvre de Friedrich Nietzsche a été traduite dans de nombreuses langues et a commencé à inspirer les gens partout dans le monde. Cependant, de nombreuses personnes lisent son œuvre et interprètent complètement mal ce qu'il essaie de dire. Même sa sœur, Elisabeth, qui était une pseudo-nazie, a publié plus tard une deuxième édition de ses livres. Elle a réécrit certaines sections de son œuvre pour glorifier la race allemande comme étant supérieure au reste du monde. Pour cette raison, Nietzsche a été accusé d'avoir déclenché non pas une mais 2 guerres mondiales. Avant la Première Guerre mondiale, même les prêtres prêchaient la philosophie de Nietzsche en chair, en l'associant à leur propre pays. Cela a suscité une grande fierté nationale, en particulier en Allemagne. Adolf Hitler est devenu un fan de Nietzsche et il y a vu le signe que les Allemands étaient bien plus évolués que le reste de l'humanité. Pendant la montée du Troisième Reich dans les années 30, les fascistes citaient souvent Nietzsche, en particulier son idée du surhomme. Ils voulaient créer une race entière de surhommes. La sœur de Nietzsche a accueilli Adolf Hitler au musée où ils ont posé ensemble pour une photo à côté du buste de Friedrich Nietzsche. Aujourd'hui encore, de nombreux critiques de l'œuvre de Nietzsche considèrent que ses livres sont trop dangereux pour les jeunes. Sa philosophie principale était de tout remettre en question. Cela se traduit souvent par des actes de rébellion chez les adolescents. Après tout, si les jeunes remettent en question leurs professeurs, leurs parents et leur gouvernement, ils sont plus susceptibles de se révolter. C'est ce qui s'est passé en 1924 avec Léopold et Loeb. Il s'agissait de 2 étudiants de Chicago qui se croyaient plus intelligents que les autres et qui pensaient être l'exemple du surhomme dont parlait Nietzsche. Convaincus de pouvoir commettre le crime parfait, ils ont assassiné un garçon de 14 ans. Leur avocat de la défense a cité Nietzsche comme la raison pour laquelle ils ont commis le meurtre. Et oui, c'est une excuse ridicule car beaucoup de gens lisent Nietzsche et ne deviennent pas pour autant des tueurs en série, mais le jury l'a cru et ces 2 jeunes hommes s'en sont tirés avec un meurtre parce que le jury a considéré que la philosophie de Nietzsche était tout simplement dangereuse. Malgré ces critiques, la civilisation des 20e et 21e siècles a été complètement transformée par les enseignements de Nietzsche et il continue aujourd'hui à changer les choses. Il est tout à fait normal de penser de manière critique et de remettre en question le monde qui nous entoure, et c'est souvent la base d'une éducation aux arts libéraux.
Et pour ceux qui ne vont généralement pas à l'église, ils ont tendance à apprendre le bien et le mal à partir de ce qu'ils voient à la télé et au ciné. Mais qu'on le réalise ou non, on vit dans un monde très nietzschéen. Et c'est bien dommage qu'il n'ait pas vécu à notre époque pour le voir. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et on se dit à une prochaine.